sommes à une nouvelle grande étape. Peut-être pas dans le sens, certainement pas dans le sens qu'on aimerait dessiner, mais nous sommes en présence d'une étape qui m'incite à dire que ceux qui nous dirigent vraiment, comment vais-je dire, l'oligarchie politico-financière qui nous dirige vraiment, les hommes d'affaires et les banquiers et les hommes politiques de toute sensibilité qui les suivent, profitent de la crise, non pas pour tirer les leçons de leurs erreurs, mais pour persévérer dans l'erreur. Et pour aller encore plus loin dans un processus qui a commencé 1957 ou 1950. 1950, c'est le traité CECA, la Communauté européenne du charbon de l'acier. 1957, c'est le traité de Rome. Et dont une des caractéristiques, c'est que chaque fois qu'il y a un traité, on nous enlève un petit morceau de ce qui fut arraché en 1789, après 1200 ans de tyrannie, et qui se résume en une phrase: tous les pouvoirs émanent du peuple. Ça, avant, c'était tous les pouvoirs émanent de Dieu, ou tous les pouvoirs émanent du roi ou de l'empereur. Ce fut proclamé en 1789 à la face du monde, et ce fut en partie, dans les décennies qui suivirent et les siècles qui suivirent, concrétisé, en partie. Mais ce fut concrétisé. Depuis 1957, on a vraiment l'impression, et c'est plus que l'impression, qu'on nous enlève, en petits morceaux, on nous enlève cela. Alors, je vais vous présenter 3 textes. On vous a parlé du traité qu'on appelle le pacte budgétaire, mais on ne peut pas en parler si on ne parle pas de celui-ci avant. Celui-ci, ça s'appelle le mécanisme européen de stabilité. C'est quelque chose qui légalise ce qu'ils sont en train de faire depuis 2007. Ce qui est leur manière de régler le problème de la dette. Ils avaient pris des décisions, vous savez, on en est au 17e sommet décisif, définitif, absolument capital. Ils ont pris des décisions comme ça, sous l'empire de la précipitation, de la panique, parce qu'ils ont paniqué. Mais ils ont décidé de remettre tout ça en ordre dans un traité qui est bouclé et ratifié. La France fut la première à le ratifier, c'était au mois de mars, donc législature précédente, gouvernement précédent, président de la République précédent, dans l'urgence, puisque M. Alain Juppé, à l'époque ministre des Affaires étrangères, a demandé la procédure d'urgence pour ratifier le mécanisme européen de stabilité. Or, ce mécanisme européen de stabilité est intimement, étroitement, vous allez le voir, je vais vous montrer le texte, lié au pacte budgétaire. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. Il y en a un qui est ratifié, l'autre qui est en passe de l'être. Et je vous présenterai un 3e texte, celui qui a été approuvé hier matin en Conseil des ministres, qui est la loi organique qui concrétise le pacte budgétaire. Donc, excusez-moi, ça va faire un petit peu pédagogie, on est à l'école un peu ce soir, c'est pas des matières faciles, je vais essayer de les expliquer simplement, et j'utilise la même méthode qu'en 2005 à propos du traité constitutionnel, je vous montre les textes. Quand ils sont un peu chinois, j'essaye de les décoder, mais ce qui est très important, c'est que vous sachiez ce qu'il y a dans les textes. Je ne fais pas ici de la propagande, je ne lance pas des slogans, je vous montre des décisions qui ont été prises, qui sont coulées dans des textes, et ce qu'il faut en penser. Alors c'est quoi le mécanisme européen de stabilité? C'est une institution. C'est une institution financière internationale. Donc les parties, les pays de la zone euro, ils sont 17 à avoir signé le MES, ont créé une nouvelle institution. Pourquoi ils ne l'ont pas appelé Fonds européen de stabilité? Est-ce qu'ils avaient envie de cacher que c'est encore une histoire de fric? Bien sûr. Et alors, le piquant de l'affaire, c'est qu'ils ont décidé
décidé que cette institution financière internationale, elle allait avoir son siège dans un État qui est quand même un paradis fiscal, le Grand-Duché de Luxembourg. En matière de... On nous avait beaucoup parlé de la moralisation de la finance internationale, mais apparemment, ça n'a pas encore commencé. Hein. Donc, une nouvelle institution qui aura son siège à Luxembourg et qui est ouverte aux autres États membres qui souhaitent y adhérer. Quel est le but de cette institution? Alors, quand je vous mets en italique, c'est le texte même du traité. Quand on ne sait pas, c'est moi qui l'ai résumé parce que c'était trop long. C'est de rassembler, de mobiliser des moyens financiers pour les donner à un pays qui serait dans une situation financière telle que cette situation serait de nature à mettre en péril la stabilité de la zone euro. Dans ce cas-là, alors le MES rassemblera les moyens financiers pour les donner à cet État, mais attention, sous une stricte conditionnalité. Alors l'expression conditionnalité, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ce qui se passe dans le monde, ça devrait rappeler quelque chose, c'est les conditions du Fonds monétaire international pour donner des prêts à des pays du Sud, et vous allez voir, nous sommes exactement dans la même logique. Dans cette logique, au niveau du Fonds monétaire international, ça s'appelle les programmes d'ajustement structurel, on est exactement dans la même logique. À cette fin, et ça c'est très important, ce paragraphe-ci, pour voir si ce machin-là, ça va aider à lutter efficacement contre la crise de la dette. Qu'est-ce qu'il est dit? C'est que le MES peut lever des fonds en émettant des instruments financiers et concluant des accords, des arrangements financiers avec ses membres, des institutions financières ou d'autres tiers. Ça veut dire que le MES peut lever des fonds aussi bien avec le secteur privé qu'avec le secteur public. Comment ça va fonctionner? Mais il y a deux niveaux. Il y a un niveau où on décide d'octroyer ou pas les fonds. Ça va s'appeler le Conseil des gouverneurs. Les gouverneurs étant les ministres des Finances des 17 pays qui sont signataires du traité. Eux vont décider de répondre à une demande ou pas répondre et dans quelles conditions. Puis un deuxième niveau, c'est la gestion de l'institution, avec un conseil d'administration et un directeur général. Vous voyez, donc on a créé vraiment une institution avec des statuts, et alors vous allez voir que dans les statuts, il y a des choses quand même un petit peu étonnantes. Lisez bien ceci, c'est donc le paragraphe 3 de l'article 32. Le MES, c'est bien, ses financements et ses avoirs, où qu'ils soient situés, quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction sous tous ses aspects. Et pour être bien sûr qu'on a bien compris qu'est-ce que ça veut dire l'immunité de juridiction, mais ça veut dire qu'ils ne peuvent faire l'objet ni de perquisition, ni de réquisition, ni de confiscation, ni d'expropriation, de saisie ou de mainmise de la part d'un pouvoir exécutif, de la part d'un pouvoir judiciaire, administratif ou législatif d'un des 17 États. C'est-à-dire, pas touche. Aucun État, aucun gouvernement, aucun tribunal, aucun parlement des 17 États n'a le droit de toucher à cette institution, de déposer des plaintes. C'est inviolable. Les archives, les bâtiments aussi. Les membres du MES, c'est-à-dire le Conseil des gouverneurs, le président du Conseil des gouverneurs, les gouverneurs suppléants, les administrateurs, les membres du Conseil d'administration, le directeur général, eh bien, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite. Notre gouvernement et ses autres créent une institution à laquelle, après, ils ne pourront plus toucher. Par contre, le MES, lui, il pourra. Le MES pourra saisir contre un État la Cour de justice de l'Union européenne. Alors c'est une institution dont on a trop peu parlé jusqu'ici, parce qu'elle est extrêmement puissante. À la différence
différence de certains tribunaux internationaux, la Cour de justice de l'Union européenne, c'est pas comme la Cour pénale internationale ou comme les tribunaux pénaux. Cette Cour-là, elle a un pouvoir énorme. Elle a un pouvoir de faire appliquer ses décisions. Plus que ça, dans ses statuts, sa mission, c'est de veiller au respect des traités. Mais elle est saisie de cas, tout le temps d'ailleurs. Les journaux ne nous informent pas là-dessus. Et pourtant. Parce que chaque fois qu'il y a un contentieux entre une firme privée et un État, par exemple, et ça arrive souvent, qui est porté devant la Cour de justice, la Cour de justice prend un arrêt. Petit à petit, et il y en a déjà maintenant quelques bonnes centaines, se crée ce qu'on appelle une jurisprudence. Mais ça veut donc dire qu'au-delà des textes que les gouvernements ont adoptés, la Cour elle-même crée du droit. Et c'est ainsi qu'on l'a vu prendre des décisions assez extraordinaires. Agnès se souviendra sans doute d'une directive de 1988 sur le brevetage du vivant, à l'occasion de laquelle la Cour a reconnu la validité du brevetage du vivant végétal, animal et humain. La Cour a, dans un conflit entre une entreprise d'un des pays baltes et la Suède, a condamné la pratique du droit de grève. La Cour a condamné la Finlande pour son niveau de salaire. C'est pas une institution, c'est une institution de type judiciaire, mais c'est pas une institution qui est neutre. Vous me direz, aucune institution composée d'êtres humains n'est absolument neutre, mais il y a une idéologie qui est à l'œuvre, et là, on a un véritable gouvernement des juges au service d'une idéologie. Alors, comment va-t-on mobiliser des fonds? Bien, il a d'abord été convenu que la première mise, c'est 700 milliards d'euros, ce qui peut paraître beaucoup pour nous, hein, par rapport à notre propre porte-monnaie, mais ce qui, face au montant dont vous avez entendu parler, qui sont en cause dans la crise, est dérisoire. Donc, chaque pays, en fonction de son importance, superficie et population, apporte une quote-part. La quote-part de la France, c'est 142,7 milliards. Les membres du MES, donc notre gouvernement, entre autres, s'engagent de manière irrévocable et inconditionnelle. Ça veut dire, pas question de revenir là-dessus. On veut créer l'illusion que c'est définitif, qu'on ne pourra pas modifier, que c'est irréversible, à verser leur contribution. Le MES va entrer en fonction le 1er janvier 2013, et probablement que la France, sur ses 142 milliards, va mettre 20 milliards. L'Allemagne, c'est 190 milliards. Mais bon, imaginons qu'il y a un État qui est dans une situation grave, ce qui ne faut pas faire un grand effort d'imagination, et que le MES décide d'intervenir. Et puis, le directeur général constate que dans les caisses, il n'y a pas assez. Je reprends mon exemple, la France, à ce moment-là, a versé 20 milliards. Si le MES dit qu'il faut que chaque pays verse sur sa quote-part 50 milliards en plus, eh bien, chaque pays, et on le met de nouveau, de manière irrévocable et inconditionnelle, doit verser dans les 7 jours. Le 1er janvier 2013, ça va pas mieux en Grèce, ou ça va encore plus mal en Espagne, prenons plutôt l'Espagne, et l'Espagne demande un soutien. La Commission européenne et la Banque centrale européenne. Eux vont examiner si l'État qui demande de l'aide sera capable de la rembourser, la soutenabilité de l'endettement. Si c'est le cas, alors c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Troïka, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, et quelque chose qui n'est pas du tout européen, le Fonds monétaire international, qui interviennent pour étudier avec le pays demandeur, pour imposer les strictes conditions, moyennant quoi l'aide sera donnée. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être, les strictes conditions?
Mais nous le savons parce que on a l'expérience des années de crise qui viennent de s'écouler, et puis on a des expériences plus anciennes, parce que la Commission européenne, elle ne passe pas là son temps à ne rien faire. Elle obéit très bien aux lobbies financiers qui sont derrière elle. Les cibles, l'éducation, la santé, les services publics d'une manière générale, la protection sociale, le niveau des salaires, le niveau des retraites. Les strictes conditions, c'est de couper là-dedans. La Banque Centrale Européenne et le FMI qui vont négocier et puis qui vont surveiller le respect de l'application des strictes conditions. Vous savez comme moi que la Commission européenne, on ne les lit pas, nous. Hein. La Banque Centrale Européenne non plus et le FMI non plus. Trois institutions qui échappent à tout contrôle citoyen, qui n'ont aucun compte à rendre aux citoyens, mais c'est elles qui vont gérer ça. Donc, sans avoir de compte à rendre à personne, le MES peut, vous avez là une liste qui n'est pas exhaustive, mais procéder à toutes les opérations auxquelles une banque peut procéder. C'est un fonds qui a des pouvoirs, les pouvoirs d'une banque. En fait, ça a été créé parce que dans le traité de Maastricht, on avait dit que la Banque Centrale Européenne ne peut pas prêter aux États. C'est d'ailleurs tout le débat qu'il y a aujourd'hui encore. Et donc on crée à côté une institution qui, elle, peut prêter aux États, mais vous allez voir dans quelles conditions. D'abord, vous avez déjà vu à quel prix. Ce traité a été adopté en toute illégalité. Il y a deux façons d'adopter un traité européen, ou de modifier les traités existants. Il y a la procédure normale. La procédure normale, c'est celle qu'on avait appliquée pour le traité constitutionnel européen. Les gouvernements avaient décidé, on va faire une constitution, ça c'est la décision. Ils avaient réuni une conférence gouvernementale qui s'était réunie pendant des mois. Ils avaient abouti à un texte qu'ils ont signé et puis qu'il fallait ratifier. C'est une procédure lente, lourde, mais c'est la procédure normale. Et puis il y a ce qu'on appelle la procédure simplifiée. Mais il est clairement dit, c'est l'article 48 sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'on ne peut utiliser la procédure simplifiée que lorsqu'on n'augmente pas les attributions de l'Union européenne. Or, vous l'avez vu, on a donné des attributions nouvelles à la Commission européenne, à la Banque Centrale Européenne et à la Cour de justice européenne. Donc on ne pouvait pas utiliser la procédure simplifiée. Mais ils ont voulu aller vite, ils ont voulu nous mettre devant le fait accompli, et on a même été, et ça c'est le cas unique de la France, à faire ratifier ça quelques semaines avant la fin de la précédente législature. Mais c'est fait. Et j'y reviendrai, ça s'est fait aussi avec l'abstention bienveillante de ce qui était l'opposition à l'époque. Alors, eh bien, ce MES, c'est un FMI à l'échelon de l'Europe. C'est une institution qui n'est pas élue, c'est une institution qui n'est soumise à aucun contrôle, aucun. C'est une institution qui dispose de pouvoirs énormes et à laquelle on ne peut pas toucher, mais qui, elle, peut attaquer les États. Alors, ça ne va rien régler en plus. D'abord, les banques empruntent à la Banque centrale, à un taux très bas. Puis, elles prêtent au MES à un taux plus élevé, et le MES va prêter aux États à un taux encore plus élevé. C'est une machine, en fait, pour enrichir les banques, pas pour régler les problèmes de la dette. En fait, ça, c'est une histoire qui remonte en tout cas pour nous, à 1974. Président de la République Pompidou, ministre des Finances Giscard. C'est Giscard qui fait passer une loi au terme de laquelle les pouvoirs publics français ne peuvent plus emprunter à la Banque de France. Ils doivent emprunter à des banques privées. Alors toute cette histoire de la... Je ne parle pas de la crise, mais de la dette. Rappelez-vous, Bayrou, en 2007, il en avait fait le point central de sa campagne présidentielle.
Mais ça commence avec ça. Si les pouvoirs publics, l'État, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale pouvaient emprunter à la Banque de France à des taux qui étaient toujours extrêmement bas, on n'aurait pas cette histoire de la dette. Mais on a décidé, pour faire plaisir à la... Enfin, rappelez-vous d'où venait Pompidou, il vient quand même de la Banque Rothschild. On a décidé de faire cet énorme cadeau aux banques sur lequel il n'est pas question de revenir. Et pour être sûr qu'on ne revienne pas dessus, on l'a mis dans le traité de Maastricht. Quand on a fait l'euro, qu'on a créé la Banque Centrale Européenne, on a repris le texte de la loi française. Ah, mais vous savez qui est-ce qui a écrit Maastricht? C'est quand même un Français, c'est quand même un socialiste. Il s'appelle Jacques Delors. On a repris le texte de la loi française et on l'a mis dans le traité européen de Maastricht. La Banque Centrale Européenne ne peut pas prêter aux États et aux pouvoirs publics des États. Ce qui se trouve dans le MES, c'est-à-dire que les États ne pourront faire appel à ce fonds que s'ils ont ratifié le pacte budgétaire. Le lien est là, il est fort, il est puissant, et donc on nous a fourni comme une explication un énorme mensonge. Alors, quelles sont les intentions de ce traité, de ce pacte budgétaire? Eh bien, maintenir des finances saines et durables et préserver la stabilité de la zone euro. Comment? En imposant deux choses, une règle d'équilibre budgétaire, donc la règle d'or, et un mécanisme automatique pour corriger les déséquilibres quand ils existent. Comment? Oui, alors, on rappelle des choses qui étaient dans Maastricht. Mais, vous savez que dans Maastricht, les fameux critères de Maastricht, c'était, on ne peut pas dépasser, le déficit public ne peut pas dépasser 3% du PIB, et la dette publique ne peut pas dépasser 60% du PIB. C'était dans Maastricht. Au début, ce fut respecté, puis ce ne le fut plus. En premier lieu, par l'Allemagne et par la France. Dans Maastricht, il n'y avait pas de gendarme. On en a mis un. Dans Maastricht, il n'y a pas eu de sanction quand la France, l'Allemagne et puis d'autres n'ont pas respecté les critères de Maastricht. Il ne s'est rien passé. Maintenant, il se passera quelque chose. La Commission européenne pourra aller devant la Cour de justice en disant tel ou tel pays refuse de prendre les mesures qui s'imposent pour respecter ces critères. Là, maintenant, le gendarme est en place et je vous ai dit toute son efficacité. Les sanctions, c'est soit payer une somme forfaitaire, soit des astreintes. Les astreintes, ça peut être 35 000 euros, 50 000 euros par jour. Bon, il y a déjà eu des astreintes qui allaient jusqu'à 80 000 euros par jour. Donc, il y a intérêt à respecter les décisions de la Cour. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, il y a un lien étroit entre le MES et le TSCG, le pacte budgétaire, puisque on ne peut actionner le MES que si on a ratifié le pacte budgétaire, contrairement à ce que disait celui qui est devenu président de la République. Alors, le principe, l'article 3 du texte, c'est pas un texte très long, il fait 16 articles, contrairement au traité constitutionnel, c'est un texte court mais lourd. Le principe, eh bien, les finances des administrations publiques doivent être en équilibre ou en excédent. Comment? Alors là, on entre dans quelque chose qui est un peu technique et qui est d'ailleurs très, très sujet à discussion. C'est l'introduction d'un concept nouveau qui s'appelle le déficit structurel. Et donc, la règle, le principe est respecté si le déficit structurel ne dépasse pas 0,5% du PIB. Qu'est-ce que c'est le déficit structurel? Il y a une définition qui est ici, c'est prendre le déficit annuel de l'État et d'enlever les déficits qui sont dus à des variations de l'économie dues par exemple à la crise, ou bien
dû à des dépenses exceptionnelles et légitimes. Voilà des mots qui en droit, et je présume en droit fiscal aussi, ne veulent rien dire. Qu'est-ce que c'est une dépense légitime? Elle le sera pour vous, enfin pour ceux qui aiment bien un deuxième porte-avions nucléaire, par exemple, ce sera une dépense légitime, et pour ceux qui ne l'aiment pas, ce sera une dépense qui ne sera pas légitime. Vous voyez, on introduit des concepts, et ça, il faut toujours, ça sent mauvais. Quand on introduit des termes aussi subjectifs que ceux-là, ça veut dire que le texte ne décide pas et qu'on laisse à quelqu'un d'autre, le soin de décider. Et c'est la Commission européenne qui va en fait calculer, donc avec ses critères à elle, le déficit structurel de chaque État. Et c'est la Commission européenne qui va désigner les causes. Vous avez quand même un système des retraites qui est beaucoup trop généreux. Vous avez beaucoup trop de fonctionnaires. Vous avez beaucoup trop d'enseignants. Il y a trop d'infirmières dans les hôpitaux. Il y a encore trop de services publics. Ça, le traité donne ce pouvoir à la Commission européenne. C'est la Commission européenne qui, pour chacun des États, va dire, vous, il vous faut 3 ans pour arriver à 0,5. Vous, il vous faut 5 ans. Vous, une année, ça suffira. C'est la Commission européenne qui va décider du calendrier pour atteindre cet objectif. C'est la Commission européenne qui va faire des propositions à chaque État, en disant, chez vous, il faut porter l'âge de la retraite à, je ne sais pas, 70 ans, par exemple, ou chez vous, il faut supprimer, je vais y revenir, l'indexation des salaires et des allocations. C'est la Commission européenne. C'est la Commission européenne qui va, après, surveiller si chaque État obéit et qui fera rapport au Conseil des ministres européens sur le comportement de chaque État. Et puis, s'il y a des États qui ne respectent pas les règles, ou qui s'en écartent, c'est la Commission européenne qui fera des propositions pour le sanctionner et qui exigera que l'État se justifie, s'explique. Et s'il le sanctionne, alors on a mis une sorte de clause de sécurité qui n'en est pas une. On dit les sanctions ne pourront pas être appliquées si une majorité qualifiée s'y oppose au sein du Conseil des ministres. Et ça, c'est de l'enfumage. Parce que, vous savez, au sein du Conseil des ministres, chaque État dispose, encore une fois, en fonction de la superficie et de la population, d'un nombre de voix. Mais si on met les voix de l'Allemagne et de la France ensemble, ils ont la majorité qualifiée. Donc, si l'Allemagne et la France sont d'accord avec la sanction proposée par la Commission, eh bien, on y va. Ça, c'est aussi retour à Maastricht. Vous voyez donc que dans ce pacte budgétaire, on apporte des nouvelles choses et on complète Maastricht. Donc, on revient sur les 3% de déficit et les 60% de dette. Donc, le texte que vous avez sous les yeux nous dit que si un État ne respecte pas ces critères-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit proposer un programme de réforme structurelle, qu'on appelle publiquement dans le langage européen programme de partenariat budgétaire. Moi, ma petite expérience que j'ai des textes internationaux, quand on vous parle de partenariat, il faut se méfier. C'est douteux. Parce que généralement, la formulation des textes dit le contraire de ce que les textes vont permettre de faire. Enfin bon, ça s'appellera comme ça, mais ce programme sera contraignant, assorti de plans budgétaires. Donc on veut absolument qu'on revienne dans les clous de Maastricht. Et tout est mis là pour y arriver, avec surveillance de la Commission européenne et du Conseil des ministres. Ce qu'ils ont ajouté, c'est l'organisation de la rivalité entre les États. La possibilité pour un État de déposer plainte contre un autre État, même quand la Commission est d'un avis différent.
Et ça, on ne retrouve que dans le mécanisme, le tribunal de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, si un État n'est pas content de la manière dont un autre État gère ses finances, il peut déposer plainte. Pourquoi on a fait ça? Eh bien parce qu'aujourd'hui, on l'a vu, il y a 4 États, c'est un exemple que je vous donne, il y a 4 États qui pratiquent encore la liaison des salaires et des allocations, chômage, allocation familiale, retraite, au coût de la vie, à l'index. Il y a 4 États qui pratiquent ça. Sous Sarkozy et Merkel ont demandé avec insistance, et la Commission aussi, à ces 4 États de mettre fin à ça. On a fait cet exemple. Mais il n'y avait pas d'instrument juridique pour l'empêcher. Il est là maintenant. Mais en fait, on nous a expliqué depuis 1957 qu'il fallait unir les peuples d'Europe. Et on organise leur compétition, leur rivalité. On ne fait pas l'union avec ça. On fait la rivalité. On avait eu la proposition Bolkestein qui mettait les services en compétition, et parce que j'entends encore dire aujourd'hui qu'elle a disparu, elle n'est jamais devenue une réalité, c'est faux. On l'a légèrement amendée, on a fait en sorte qu'elle soit moins dangereuse que le texte initial, mais elle existe, elle fonctionne. Et elle organise la concurrence de tous les services contre tous les services. Ben, c'est la même chose au niveau des États. Au nom de l'Union de l'Europe, on organise la possibilité juridique et judiciaire de faire la rivalité entre les États européens. Chaque pays doit intégrer des dispositions contraignantes et permanentes qui garantissent le plein respect des obligations budgétaires en vertu du traité. Et le texte dit, je ne l'ai pas mis ici parce que la France a choisi une autre formule, de préférence dans la Constitution. Qu'est-ce qu'on peut dire en résumé de ce traité? Mais que c'est un traité qui a d'abord été voulu, négocié et signé par les droites européennes, par Sarkozy, par Merkel et par toutes les droites européennes. C'est un traité qui va instaurer l'austérité perpétuelle, c'est un traité contre la démocratie, et c'est un traité qui ne règle pas les problèmes en plus. Alors, vous pensez bien que s'il faut arriver à 0,5% du PIB de déficit structurel, c'est un sacré tour de vis dans la rigueur et dans l'austérité, alors qu'on y est déjà. Donc on va ajouter de l'austérité à de l'austérité. C'est-à-dire que dans un cadre désormais légal, on va faire ce qu'on impose à la Grèce par un rapport de force. Parce que ce qui s'impose à la Grèce aujourd'hui dans le cadre européen, c'est un rapport de force entre pays. Bien, là, ça deviendra légal. Quelque chose qui semble ne pas émouvoir du tout le parti du président de la République et son partenaire, c'est que, à partir du moment où vous avez des dispositions qui sont contraignantes, c'est-à-dire obligatoires, et qui sont permanentes, c'est-à-dire qui durent tout le temps, vous n'avez plus de marge de manœuvre. Vous n'avez plus de possibilité de changer. Vous êtes dans un schéma et vous devez vous y tenir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos bancs d'école. Les premiers parlements, ça ne s'appelait pas des parlements, c'était, au Moyen-Âge, des assemblées de bourgeois, de notables. C'est quand le seigneur avait besoin d'argent et qui réunissait ceux qui en avaient, et donc on décidait et des recettes et des dépenses. Rappelez-vous, quand Louis XVI convoque les États généraux, bien c'est pour faire face à un déficit, je cite, qui fait grand bruit dans toute l'Europe. C'est la fonction historique
des parlements. On a créé des parlements pour pour avoir un accord sur les recettes, les taxes, les impôts et les dépenses. C'est ce rôle historique-là qui est agressé aujourd'hui, qui est amputé. Puisqu'à partir du moment où vous avez des mécanismes contraignants et permanents, vous n'avez plus de libre choix. Et le mécanisme automatique de correction, eh bien, ça va amputer ceux qui, en démocratie, ont la fonction, ont la mission de choisir les voies et moyens. Ils n'auront plus cette liberté de choisir comment ils font face au déficit. Ça se fera, puisque le mécanisme est automatique, en dehors de toute délibération parlementaire. C'est un sacré coup qui est porté à la démocratie. Je le rappelais tout à l'heure, on a eu 4 traités très importants. Le traité de Rome, dans lequel, je me plais à le rappeler, il y avait déjà la liberté de circulation et d'établissement des capitaux, des services, des personnes et des biens. Et des capitaux, c'était déjà, le verre était dans le fruit dès le départ. Puis on a eu l'acte unique européen, proposé par Jacques Delors. L'acte unique européen, c'est une petite révolution. De 57 à 86, quand on avançait au niveau européen, il y avait une règle d'or à l'époque, c'était harmoniser. Il fallait l'harmonisation, pour éviter justement que les acteurs privés puissent choisir à gauche, à droite, au centre, au milieu, n'importe où, le moins-disant fiscal, le moins-disant social, le moins-disant écologique. Il fallait harmoniser. L'acte unique européen proposé par Jacques Delors met fin à l'obligation d'harmonisation, ce qui permet tout ce qui suit. La concurrence avant tout. Et puis on a le traité de Maastricht avec la Banque Centrale Européenne qui est pas sous contrôle, à laquelle on ne peut rien dire, contrairement à sa sœur américaine, l'euro et les critères de Maastricht. Et puis on a le traité de Lisbonne qui est le traité constitutionnel européen, moins quelques mots. Et maintenant nous avons le TSCG, le pacte budgétaire. C'est l'acte 5, à mon estime, du démantèlement de la démocratie dans nos pays. Parce que qu'est-ce qui se passe? En fait, on applique ce qu'on appelle la méthode Monnet, de Jean Monnet, qu'il avait initié avec le traité CK. C'est quoi? C'est transférer des pouvoirs de plus en plus importants dans des matières de plus en plus importantes à des institutions sur lesquelles il n'y a aucun contrôle démocratique. Eh bien, quand vous regardez les traités qui sont là, on a chaque fois franchi une étape dans ce sens-là. Mais on n'a pas transféré des contrôles démocratiques vers le niveau européen. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que le Parlement européen, petit à petit, n'a pas pris du pouvoir. Il en a pris. Mais ce n'est pas encore un authentique Parlement. Parce qu'un Parlement qui ne peut pas proposer, ce n'est pas un vrai Parlement. Le Parlement européen, actuellement, ne peut pas proposer. Et il est tenu, s'il veut qu'une loi passe, que la Commission et le Conseil des ministres soient d'accord. La Commission européenne, la Cour de justice européenne ne sont pas des institutions qui émanent du suffrage universel. J'ai coutume de dire nous pouvons changer le maire de notre localité, le président du Conseil général, le président de la région. On peut même changer le président de la République si ça sert à quelque chose. On ne peut pas changer le président de la Commission européenne. Nous n'avons pas ce pouvoir. Nous n'avons pas ce pouvoir. Nous avons encore moins de pouvoir sur la Cour de justice. Et donc, voilà où on en est. Voilà où on en est. Moi, ça m'amène à dire ceci, c'est que en 1789, après 1200 ans de tyrannie, on a, les révolutionnaires de l'époque, ont arraché un principe qu'ils ont proclamé à la face du monde. C'était nouveau. C'était nouveau de dire « tous les pouvoirs émanent du peuple ». Et cette phrase, aujourd'hui, c'est de la fiction. Et nous le vivons. Nous avons changé de majorité politique, nous avons changé de président, et c'est la même politique qui continue. En tout cas dans ces domaines-là, qui sont quand même des domaines essentiels.
moi je me réjouis des choses qui sont promises dans les problèmes de société, tout ça c'est très bien. Mais sur l'essentiel, l'économie et la finance qui conditionnent tout le reste, ça ne sert plus à rien d'aller voter. Et ça c'est le pire. 3 conséquences de ce traité. Je l'ai déjà dit, il va ajouter de la récession à la récession. Mais si on ne peut pas dépasser 0,5% de déficit structurel, comment va-t-on pouvoir mobiliser des fonds publics pour les politiques indispensables de la transition écologique et de la lutte contre les changements climatiques qui vont nécessiter des investissements énormes? Et ça, c'est devant nous, et c'est toute l'humanité qui est concernée. Et en faisant ça, il se enlève les moyens de procéder aux décisions qui s'imposent. Ce qui est derrière ce traité, c'est autre chose. Que veulent avec une impatience folle les hommes d'affaires et les banquiers? C'est que l'État ne s'occupe plus que du minimum sécuritaire, qu'il ne s'occupe plus de mettre en œuvre ce que pourtant, article 22 et suivant de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, nous considérons comme des droits fondamentaux: le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au logement, au travail, à la culture, au transport, à l'énergie, à l'eau. Le secteur privé n'investira jamais dans une ligne TGV. Parce qu'une ligne TGV, pour qu'elle commence à devenir rentable, il faut 40 ans. Et le secteur privé, il n'attend pas 40 ans. Et c'est pareil pour tous les investissements publics qui servent l'intérêt général. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, nous le savons, il suffit de regarder ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Pour l'éducation, pour la santé, ce sera pour ceux qui peuvent payer. Pour le logement, pareil. C'est réduire l'État à l'impuissance à rendre les services auxquels toutes et tous ont droit. C'est ça l'objectif. Malgré tout ça, ceux qu'on appelle des sages ont trouvé que ce traité ne comporte pas de clause contraire à la Constitution. Donc les membres du Conseil constitutionnel, dont vous avez la liste de ceux qui étaient présents le 9 août, quand ils ont donné leur avis sur le traité, ils ont dit non, ça ne modifie pas la Constitution. Et pourtant. Et donc, ça permet, à ce moment-là, à la nouvelle majorité, de passer à autre chose, puisqu'il ne faut pas changer la Constitution. Puisqu'il ne faut pas changer la Constitution, on peut passer par un tour de passe-passe qui s'appelle une loi organique de pilotage des finances publiques. Le 2 octobre, M. Ayrault va venir devant l'Assemblée nationale et va dire « Je soumets un projet de loi de ratification du traité sur la stabilité, la coopération et la gouvernance dans l'Union européenne ». Ça, c'est une ligne. La semaine suivante, le 8, le Premier ministre va venir alors avec ça, qui est une loi organique, c'est-à-dire la loi d'application du traité. Une loi organique, c'est plus qu'une loi ordinaire et c'est moins que la Constitution, donc dans la hiérarchie, c'est entre les deux. Quand il s'agit d'une loi organique, alors ça ne peut pas être adopté à la majorité simple, il faut que ce soit à l'Assemblée nationale, en dernière lecture, adopté à la majorité absolue. C'est-à-dire 50 plus 1. L'obligation de soumettre la loi après vote et avant promulgation au Conseil constitutionnel. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans le premier article de ce projet de loi organique? Deux choses. Mais d'abord, le principe, l'objectif d'équilibre, il est confirmé. D'équilibre pour toutes les administrations publiques. Et désormais,
Dans les lois de programmation, on a déjà des lois de programmation financière depuis quelques années, mais on précise que ce soit des lois de 3 ans, et que dans ces lois de programmation financière, donc dans les budgets pour 3 ans, qu'est-ce qui devra se trouver? L'objectif défini par le traité, les 0,5% de déficit structurel. Et le texte reprend la définition du déficit structurel que je vous ai montré tout à l'heure pour faire croire que c'est la France qui a décidé de la définition, alors que vous avez vu que dans le traité, c'est la Commission qui décidera. Les lois de programmation financière, donc sur 3 ans, devront indiquer quels sont les efforts fournis, à la fois au niveau des recettes et au niveau des dépenses, pour atteindre l'objectif. Et comme c'est sur 3 ans, ben on va appeler ça une trajectoire d'efforts structurels. Le traité ne dit pas que la règle d'or doit s'appliquer. Le traité laisse, on peut interpréter le traité en disant la règle d'or s'applique pour le budget général de l'État. Mais dans le texte soumis au Conseil des ministres hier matin, on a ajouté avec décomposition par sous-secteur. Ça veut dire que les efforts au niveau des recettes et des dépenses dans la trajectoire d'efforts structurels s'appliqueront aussi aux collectivités territoriales et à la sécurité sociale. À Bercy, mais vous savez qu'à Bercy, c'est des gens qui sont tout à fait d'accord avec tout ça. Hein. Ce sont des gens qui sont vraiment dans l'idéologie, eux, à la limite, ils iraient plus loin. Et ils vont plus loin, puisqu'ils précisent, et ici c'est précisé dans l'article 3, c'est toute une page, tous les secteurs qui sont visés. Et à 3 reprises, on parle de sécurité sociale, de protection sociale. La sécurité sociale est manifestement une cible pour l'application de ce traité. L'article 5, c'est quelque chose de nouveau. En fait, il y a 3 parties dans ce projet de loi. Il y a ce qu'on vient de voir, les principes. Il y a une deuxième partie, c'est la création d'un haut conseil des finances publiques. Et puis la troisième partie, c'est le mécanisme automatique de correction. Dans cette deuxième partie, on a ce que le président de la République avait annoncé le 7 septembre, je crois, quand il a assisté à la séance d'ouverture de la session de la Cour des comptes. Il a annoncé qu'on allait créer un haut conseil des finances publiques. Le haut conseil devra dire que les lois de finances annuelles, les lois de rectification, les collectifs budgétaires et les lois de programmation financière devront être basées sur des prévisions macroéconomiques que le Haut Conseil validera ou pas. Et puis, il donnera un avis sur les objectifs de la loi au regard du traité. Le Haut Conseil est une institution placée auprès de la Cour des comptes, on considère qu'elle est une institution indépendante. C'est le premier président de la Cour des comptes qui va présider ce Haut Conseil. Il y aura 2 conseils à l'intérieur du Haut Conseil, un qui travaillera sur les prévisions macroéconomiques et un qui travaillera sur les budgets. Les membres de ce Haut Conseil seront nommés par le président de la République pour 2 et par les présidents des assemblées pour les 2 autres. Vous savez que quand le gouvernement prépare un projet, y compris un projet de loi de finances, il a l'habitude de le soumettre au Conseil d'État. Eh bien, avant qu'il le fasse, il devra passer par le Haut Conseil. Il devra soumettre ses prévisions, il devra soumettre tous les éléments qui permettent de vérifier le respect des engagements européens au Haut Conseil. Autrement dit, à ce stade-ci de la procédure financière ou budgétaire, le gouvernement est sous tutelle du Haut Conseil. Et c'est pareil aussi pour le programme de stabilité. Vous vous souvenez, le programme pour respecter les règles de Maastricht, le programme de stabilité, 3% déficit de 60% de dette. Et donc, ce qui veut dire que le Haut Conseil exerce à la fois la tutelle du gouvernement et bien sûr du Parlement, puisque après que le gouvernement ait ficelé ses projets de loi, ceux-ci vont au Parlement. Maintenant, on est dans la 3e partie du texte, c'est la création du mécanisme de correction automatique.
le gouvernement devra exposer les raisons de cet écart et proposer des mesures de correction. Ça se fera en dehors de tout débat parlementaire. Ça se fera en dehors de toute intervention du Parlement. Donc, première critique, il y a des sujets qui vont plus loin que le traité. Deuxième critique, c'est ce qu'on a déjà constaté, c'est que le Parlement et le gouvernement sont sous tutelle. Tutelle de quoi? Mais comme au niveau européen, d'un organisme composé de gens qui n'ont pas de compte à rendre aux citoyens, composé de gens qui ne sont pas des élus, et qui vont agir en lieu et place. Parce qu'en fait, ce qu'on demande au Conseil constitutionnel, au Conseil des finances publiques de faire, c'est ce que la Commission des finances de l'Assemblée nationale veut très bien faire. Elle a les outils pour ça. Alors peut-être qu'il faudrait lui donner un peu plus d'expertise, quelques conseillers financiers en plus, mais bon, et ça c'est le Parlement. Ça, ce sont ceux qu'on a choisis. Là, ce ne sera plus le cas. Voilà. Voilà ce que le gouvernement a concocté pour appliquer un traité qui est inacceptable et qui est lié au mécanisme européen de stabilité. Moi, je pense que l'examen des textes doit nous amener à considérer qu'on est devant quelque chose de profondément mauvais, qui ne va pas régler les problèmes, parce qu'à la limite, moi je ne suis pas d'accord, mais enfin, à la limite, on pourrait encore dire, si après ça on est sorti de la crise de la dette et que on a une capacité à vivre comme un État moderne doit fonctionner, pourquoi pas, à la limite, pour une période exceptionnelle et temporaire. Mais justement, on n'est pas dans l'exceptionnel et on n'est pas dans le temporaire, puisqu'on dit qu'on va faire des mesures contraignantes et permanentes. Face à ça, moi je pense que nous devons réagir, nous devons nous opposer. C'est pas facile, parce qu'il n'y a pas, comme en 2005, un enjeu au bout duquel on pourrait voter oui ou non. Parce que j'ai déjà noté que le président de la République a renoncé à quelques-unes de ses promesses, mais celle-là, il va la tenir. Il n'y aura pas de référendum. Il l'a annoncé pendant la campagne électorale, il a dit qu'il n'y aura pas de référendum. Et je pense que cette promesse-là, il va la tenir, hélas. Alors qu'il y en a d'autres qu'il devrait tenir et qu'il ne tient pas. Et ce que nous avons fait, qui relevait peut-être de quelque chose de surprenant en 2005, c'est-à-dire s'approprier un texte difficile et puis dire c'est inacceptable, nous pouvons très bien le faire encore cette fois-ci. Et avec d'autant plus de mérite qu'il n'y a pas à la clé un vote, oui ou non. Mais il y a une manifestation. Il y a une manifestation qui, je me répète, mais si nous atteignions des centaines de milliers et le million, c'est le point de rupture pour le gouvernement. Il peut pas tenir. Il peut pas tenir. 1 million d'opposants à ce projet dans les rues de Paris, ce gouvernement ne peut pas tenir ce projet. Il n'a plus de justification. Mais il faut l'atteindre.